Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver, de vous accueillir pour ce premier live en direct du laboratoire Dulce chez Valrhona. Premier live Valrhona ensemble. Donc j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, une recette exclusive avec un tout nouveau chocolat sorti. Donc c'est le chocolat noir Mio 74%, pure origine Madagascar, agriculture biologique, donc un chocolat bio juste exceptionnel au niveau du profil aromatique. Et j'ai choisi donc de vous présenter une recette, vous allez voir, simple, efficace, d'un cake chocolat noir, donc avec le cacao poudre et le chocolat noir Mio. La particularité de ce cake, c'est qu'il sera sans gluten, donc je vous expliquerai l'alternative que j'ai choisie au niveau des farines. Et puis ce cake, on va le glacer avec un glaçage Esquimau et puis ajouter une ganache montée, donc Mio 74%. Voilà le programme pour ce live. Je suis ravi aussi de vous présenter l'équipe technique avec moi parce que je ne suis pas seul dans ce laboratoire. Séverine à la technique, à la régie, Jordan à la modération. Hello. Bonjour à tous. Et puis Laurent également à la modération écrite. Voilà. Posez toutes les questions que vous souhaitez. J'y répondrai, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut commencer? C'est bon? On est parti? Oui. Ouais, et bien allez, c'est parti. Donc on va commencer par réaliser la recette donc, de la pâte à cake Mio. Vous avez la recette que vous pouvez télécharger, ouvrir. La recette est disponible sur le site Valrhona Ensemble, donc n'hésitez pas à y aller pour la suivre en direct en même temps que moi. Donc les ingrédients dont on a besoin pour réaliser cette recette, donc des œufs entiers. Séverine, on peut peut-être zoomer sur la caméra 2, c'est tout bon? Allez, des œufs entiers, du miel, du sucre. Ici, j'ai le mélange de poudre, donc du cacao poudre, de la levure chimique, de la farine de riz complet et puis de la fécule de pomme de terre, de la crème entière, du beurre et du chocolat. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'ingrédients pour cette recette. La première chose à faire avant de se lancer corps et âme dans la réalisation de la recette, c'est évidemment, enfin je dis évidemment, mais ce n'est pas forcément une évidence pour tous, c'est de lire la recette en entier. Voilà, donc prenez bien toujours le temps de lire la recette, comme ça on a une idée du déroulé, des ingrédients dont on va avoir besoin et puis également du matériel dont on va avoir besoin. Donc là vous voyez que moi j'ai préparé tout le matériel dont j'allais avoir besoin pour réaliser la recette et ça c'est vraiment un prérequis en pâtisserie. À la maison, c'est vraiment de tout préparer, même nous, professionnels, avant de se lancer dans la réalisation d'une recette, on prépare tout notre matériel et puis nos ingrédients. Et vous voyez que tous les ingrédients dans la recette sont en grammes. Donc ça, c'est super important. Autant les poudres que les œufs, que les liquides. Là, je pense notamment en liquide à la crème entière. Donc, tout simplement, prenez, et ça c'est une petite habitude à apprendre, de peser tous les ingrédients. C'est tout simplement que c'est beaucoup plus pratique de ne pas avoir de conversion à faire parce que dans une recette, lorsqu'on a des œufs, un nombre de pièces, par exemple 3 œufs entiers, on a les poudres qui sont en grammes et puis on a les liquides qui sont soit en centilitres, soit en millilitres. Et puis on a également des recettes où on a des cuillères à soupe, une cuillère à soupe de levure chimique, une cuillère à café bien rase voilà, de poudre de vanille par exemple. Donc là, il y a beaucoup d'unités différentes, ça peut très vite devenir le bazar. Donc nous, on a choisi de mettre tout en grammes dans nos recettes, comme ça on a notre balance, on pèse tous ces ingrédients et au moins c'est précis. Et la régularité, c'est vraiment de faire une chose identique d'une fois à l'autre. Parce que la levure chimique, par exemple, quand on a des recettes où on a une cuillère à café bien rase de levure chimique, ben un jour elle va peser 5 grammes et puis le jour suivant elle en pèsera peut-être 8 et puis on aura des cakes qui vont plus ou moins lever ou qui n'auront pas tout à fait le même goût.
Donc ça, c'est vraiment, vraiment une habitude à prendre. Est-ce que j'ai des questions, Jordan? Pas encore? Non, pas de questions. C'est bon, non. pas de questions. Eh bien, allez, on y va. Première chose que je vais réaliser, donc, c'est de tamiser, dans un premier temps, les poudres. Donc là, dans ma petite barquette, donc j'ai pesé la poudre d'amande, le cacao poudre, la farine de riz complète et puis la levure chimique et un petit peu de fécule de pomme de terre. Donc je vous ai dit, ce cake est sans gluten. Donc l'alternative à la farine de blé, c'est d'avoir utilisé une farine de riz complète que vous pouvez maintenant trouver très très facilement en magasin bio, et puis un petit peu de fécule de pomme de terre, parce que la particularité de la farine de riz, c'est, si j'avais utilisé que de la farine de riz, c'est d'avoir une texture très très friable. Donc c'est pas très agréable pour un cake, parce qu'on aurait eu quelque chose de très pâteux en bouche. Donc c'est pour ça qu'il y a une quantité de farine de riz et puis un petit peu de fécule de pomme de terre pour essayer d'équilibrer la texture du cake. Si vous n'avez pas de fécule de pomme de terre à la maison, pas de panique, vous utilisez de l'amidon de maïs, c'est-à-dire de la maïzena, et ça fera exactement la même chose. Tiens, une petite question que je pose à toutes celles qui nous suivent. Quelle est la différence entre une fécule et un amidon? Donc la différence entre de la fécule de pomme de terre et puis de l'amidon de maïs. Est-ce qu'on va avoir la réponse? Et bon, Voilà. on va attendre. Hein. On attend la réponse. Donc différence entre fécule et amidon. Voilà, donc vous voyez, je tamise bien pour un petit zoom. Séverine, s'il te plaît. C'est bon. Vous voyez là, dans mon tamis, j'ai des gros grains là, soit de sucre glace, soit de poudre d'amande. Donc il faut vraiment affiner tout ça avant de le mélanger donc aux œufs, parce que sinon ça va faire des gros grumeaux. Voilà, donc c'est le petit coup de tamis, il est vraiment indispensable. Vous voyez, je tamise sur une feuille de papier sulfurisé directement. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et puis, ça va éviter surtout toutes les poudres donc sont tamisées et pré-mélangées. Ça évite de trop travailler la pâte, en fait, contrairement à si j'ajoutais la farine, ensuite le cacao poudre, ensuite la poudre d'amande, etc. Oui, Jordan, une question, une réponse? Oui, donc on a Cyril qui nous a donné la bonne réponse. La Oui. fécule pousse sous terre et l'amidon en surface. Exactement. On nous a dit aussi Voilà. du coup que c'était la même chose du coup. C'est la même, c'est quasiment, oui, c'est la même chose. Donc effectivement, les fécules, c'est tout ce qui vient donc des plantes racinaires. Donc par exemple manioc, pommes de terre, et puis l'amidon, c'est l'inverse, c'est tout ce qui pousse en l'air. Donc par exemple le maïs. Oui. Une question de Géraldine qui demande si on peut utiliser une autre farine que la farine de riz. Alors oui, on peut utiliser une autre farine que la farine de riz, Géraldine, il n'y a aucun souci. Par contre, j'ai équilibré cette recette avec de la farine de riz. Donc ça veut dire que si vous utilisez un autre ingrédient, il se peut qu'il y ait des variations, et c'est très probable d'ailleurs qu'il y ait des variations de texture. Souvenez-vous qu'une recette, c'est toujours un équilibre entre différents ingrédients qui vont donner une texture et un goût. Donc à partir du moment où je vais modifier un ingrédient, eh bien, je vais déséquilibrer la recette et je vais donc changer le goût et la texture. Donc oui, il est possible de faire du sans gluten avec d'autres farines que de la farine de riz. Voilà, c'est le meilleur résultat, en tout cas c'est le résultat qui me convenait. Donc j'ai choisi cette farine de riz complète, j'insiste, hein, c'est parce qu'on a des farines de riz demi-complètes, complètes ou blanches, un peu plus raffinées. Donc là c'est vraiment de la farine complète, tout simplement pour avoir un indice glycémique un tout petit peu plus bas également. Voilà. Donc changer les farines, mais ça va un petit peu changer la texture de la recette. Voilà. Et là, vous voyez, je pré-mélange toutes mes poudres que je viens de tamiser. Voilà, sur mon papier sulfu. Et je les ajouterai ensuite. Hop, voilà. On va mélanger maintenant dans un cul de poule donc les œufs entiers. Donc là, j'ai besoin de 185 g d'œufs entiers.
Je vous rappelle que le poids d'un œuf moyen, c'est 50-55 grammes. Okay. Pour avoir un poids en œuf entier, donc là j'ai besoin de 185 grammes d'œuf. Donc j'ai cassé 4 œufs, je les ai battus et ensuite je les ai pesés. Donc ça c'est la petite astuce aussi pour avoir un poids strict en œuf entier. C'est pas je casse des œufs et puis j'enlève un petit peu de blanc en trempant la coquille dedans, d'accord? Ça on va éviter. Donc je casse mon nombre d'œufs, je bats en omelette et ensuite je pèse le poids strict dont j'ai besoin en œuf entier. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, je vais ajouter mon sucre semoule dans les œufs, le miel également. Donc là, on a pris du miel d'acacia. Après, à la maison, si vous n'avez pas de miel d'acacia, vous aviez un miel de fleurs, par exemple, il n'y a pas de souci. La seule différence, ça va être le goût, puisque le miel d'acacia, c'est un miel qui est relativement neutre au niveau du goût. Et là, ce qui m'importe dans cette recette, ce n'est pas tant d'avoir le goût du miel que j'utilise, que son apport en fait technologique au miel. C'est un sucre qui va garder beaucoup d'humidité avec lui. Donc c'est ce qui va faire que mon cake va être très moelleux. Voilà. Donc c'est pour cette raison que j'ai deux types de sucre, du sucre semoule et du miel dans ce cake. Donc vraiment le miel, c'est ce qui va me permettre de conserver beaucoup plus longtemps mon cake et puis d'avoir un cake qui va être très très moelleux. Si je mettais que du sucre semoule, j'aurais un cake qui va rassir beaucoup plus vite. Voilà. Je mélange ces œufs et ces deux sucres et c'est simplement mélanger. D'accord? Je ne vais pas blanchir. Donc là, je montre, Séverine. Voilà. Donc c'est juste un mélange. Je ne blanchis pas. Ce terme-là, blanchir, que vous voyez dans beaucoup de recettes, où à partir du moment où on a un mélange œuf et sucre, il faut blanchir. D'accord? On nous dit de blanchir. Et ça, dans les bouquins de pâtisserie, blanchir, c'est synonyme de mélanger. Or, pas du tout. En technique pâtissière, blanchir, ça veut dire que ce mélange-là, je vais le monter, je vais le fouetter en y incorporant énormément d'air jusqu'à ce qu'il triple ou quadruple de volume. D'accord? Donc blanchir, c'est ça. C'est quand je veux un biscuit, par exemple, qui soit très souple, un biscuit viennois pour une bûche roulée, par exemple, eh bien, je vais blanchir parce que j'aurai besoin de souplesse et d'avoir énormément d'air dans le biscuit. Or là, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse, donc je ne blanchis pas, je mélange tout simplement les œufs et les sucres. Voilà, c'est tout, pour dissoudre le sucre dans les œufs. Oui, Jordan. Alors, deux choses. Cathy qui demande si on peut utiliser un miel de lavande. Donc, oui, on peut utiliser un miel de lavande, Cathy, il n'y a pas de souci. Il y aura juste le goût du miel un petit peu plus prononcé dans le biscuit. Bon, oui. Encore une chose, oui. Enfin deux. Vas-y. Géraldine, elle se répond toute seule. Hein, elle a demandé si on peut utiliser du miel à la place du sucre. Elle suppose que la réponse va être que cela va déséquilibrer la recette. Et là, ça va la déséquilibrer vraiment beaucoup, Géraldine. Parce que la différence, c'est que le sucre, en fait, le sucre semoule, c'est un sucre qui est cristallisé. Donc, il va avoir une vraie incidence sur la texture. Le miel, c'est plutôt un sucre liquide. J'ai fait il y a quelques années de ça une recette de 4 quarts. Donc vous savez, la recette du 4 quarts, c'est une recette qui est traditionnelle. 4 ingrédients, 4 poids identiques. Et justement, je me suis amusé à remplacer la partie de sucre semoule par du miel. Et bien au bout d'un moment, à un certain pourcentage, j'ai eu une texture très désagréable en bouche. C'était complètement pâteux parce que justement, j'avais trop d'humidité. Et puis le miel est un sucre qui a un plus fort pouvoir sucrant que le sucre semoule. Donc j'avais quelque chose de très sucré. Je ne parle pas du goût du miel au niveau aromatique. Je parle vraiment du pouvoir sucrant. Donc je me suis retrouvé avec un 4 quarts qui était juste immangeable. Donc non, il ne faut pas remplacer le sucre semoule tout ou en partie par du miel parce que ça ne va pas marcher du tout. Et donc pour ma recette de 4 quarts, je crois que je m'étais arrêté à 12% de remplacement du sucre par du miel. Et là, j'ai une super texture, beaucoup plus moelleuse. Et ce qui m'intéressait, c'est de conserver mon 4 quarts beaucoup plus longtemps que simplement avec du sucre semoule. Et j'arrivais à une grosse semaine de conservation sans que le cake soit
rassis. Voilà, donc c'était super intéressant. Oui. Et là, donc on a deux questions de deux personnes différentes, Nicole et Christelle. Oui. Donc c'est également pour des remplacements. Est-ce qu'on peut remplacer le miel par du sirop d'érable et est-ce qu'on peut remplacer le sucre blanc par du sucre blond? Alors, est-ce En qu'on même peut poids, remplacer je pense. du sucre blanc, sucre semoule par du sucre blond? Oui, parce que c'est la même chose. Le sucre semoule, allez, un petit point technologique rapide sur les sucres. Le sucre semoule, c'est ce qu'on appelle du saccharose. Le saccharose, c'est ce qui vient en gros de la canne à sucre et de la betterave. D'accord? Donc si vous utilisez de la cassonade, c'est du sucre roux qui vient de la canne à sucre, ou du sucre semoule, du sucre blanc qui vient de la betterave, il n'y a pas de souci, ça ne va pas changer. Ce qui va changer, par contre, c'est l'impact environnemental, puisque la canne à sucre va faire 15 000 km avant d'arriver en France, alors que la betterave, on en a en France. Voilà, c'est le seul. Mais sinon, au niveau pâtisserie, ça ne va rien changer du tout. Par contre, le sirop d'érable, là, c'est un sucre liquide. Donc, comme pour le miel, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Ça va beaucoup changer. Et le sirop d'érable n'est pas un type de sucre identique au miel. Donc, non, on ne va pas remplacer le miel par du sirop d'érable ou du sirop d'agave. Voilà. OK? C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à la question? Dites-moi oui ou non. Bon, on va voir. Voilà, hein. Géraldine. Non, c'était pas Géraldine, je me souviens Non. plus qui a posé la question. C'est une question de Laetitia. Laetitia. Nicole Oui. et Christelle et Laetitia. Ouais, Laetitia. Question de remplacement, mais après on va pouvoir dérouler la Ouais. recette. Dernière question de remplacement, le sucre par de la stevia. Le sucre par de la stevia. Alors, du coup, la stevia, donc c'est un édulcorant naturel pour le coup, puisque la stevia, c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud. Alors non, là en partie, mais pas en totalité, parce que la stevia, si vous en avez déjà utilisé, vous vous êtes rendu compte que c'est un sucre qui donne un goût assez fort, assez prononcé. Et puis là, en termes de pouvoir sucrant, c'est pas du tout la même chose. Je vous donne l'échelle des sucres, en fait, pour le pouvoir sucrant, on l'a établi à partir du pouvoir sucrant du saccharose, donc on a pris 1, et puis après on a établi une échelle de grandeur. Par exemple, le miel va sucrer à 1,3 par rapport au sucre semoule qui sucre à 1. Donc c'est ce que je vous disais. À quantité égale, on va avoir une saveur sucrée, une sensation sucrée beaucoup plus forte avec le miel qu'avec le sucre semoule. La stevia, c'est 300 fois le pouvoir sucrant du saccharose. D'accord? Donc à poids égal, vous voyez la différence de sensation en bouche. Il y en a d'autres édulcorants, par exemple l'aspartame, qu'on connaît tous. C'est 150 fois à peu près le pouvoir sucrant du saccharose. Et puis un autre, c'est le sucralose, qui est un autre édulcorant. Lui, c'est 600 à 800 fois le pouvoir sucrant du saccharose. Voilà. C'est le Canderel, par exemple, le sucralose. Donc non, la stevia, si vous remplacez en totalité, non, une petite partie, mais pas beaucoup, quoi. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant avec ces édulcorants, c'est qu'ils ont un indice glycémique quasiment nul. Donc pour tout ce qui est maladie de civilisation type diabète de type 2, ça c'est intéressant par contre. Voilà. On continue la recette? Une question de C'est une Cyril. question encore. Bon. Seul le miel permet-il d'avoir une texture moelleuse et une meilleure conservation? Est-ce le seul sucre qui retient l'humidité? Non, il y a le glucose également. Donc le glucose sous forme de sirop ou déshydraté, peu importe, mais le glucose, lui qui vient de l'amidon, d'accord, bien il va avoir quasiment les mêmes propriétés technologiques que le miel, avec un pouvoir sucrant par contre inférieur, puisqu'on est entre 0,4 et 0,8 suivant les types de glucose qu'on utilise. Voilà. Merci beaucoup Sébastien Allez, pour toutes c'est ces parti. petites explications. Donc on a nos poudres qui sont tamisées, le mélange œuf-sucre, voilà, et je vais rajouter tranquillement, vous voyez, en 2-3 fois, mes poudres dans le mélange. Et vu que c'est bien tamisé, eh bien, on ne va pas avoir le fameux phénomène de ça fait des grumeaux. Voilà. Un petit zoom, Séverine. Voilà. Vous voyez, tranquillement. Voilà. Hop. Alors ça, c'est une recette que vous pouvez faire aussi à la maison avec les enfants. Il n'y a pas de, il n'y a rien de bien compliqué. Hop, je vais tout mettre. Donc vous voyez, les poudres, je les ai mises en 2 fois. Voilà, je mélange. Ensuite, je vais ajouter la crème entière. Donc la crème entière, entre 30 et 35% de matière grasse. Ok.
Une bonne crème entière de Normandie, fabriquée à Condé-sur-Vire, entre l'Aile et la Vire. Voilà, vous voyez, je mélange juste, hein. Il n'y a pas de technique particulière. Et puis là, j'ai le mélange donc beurre et chocolat, Mio 74%, que je vais faire fondre. Donc je vais faire fondre directement dans ma casserole à feu très doux. Pourquoi je fais fondre directement dans la casserole le chocolat là? Parce que je vais le faire fondre avec le beurre. Ok? Voilà, donc là tranquillement, je fais fondre beurre et chocolat ensemble. Après, je pourrais faire ça au bain-marie si je veux. Hein. Donc je fais chauffer de l'eau pour le bain-marie. Je retire la casserole du feu, je mets mon cul de poule dessus et puis je mélange tranquillement et mon chocolat va fondre. Voilà, je fais attention surtout de ne pas brûler mon chocolat. Le point de fusion du beurre de cacao, c'est 35 degrés. Donc ça veut dire qu'à 35 degrés, mon chocolat est fondu. Donc vous voyez, 35 degrés, c'est pas chaud. Donc il n'y a pas besoin d'eau bouillonnante quand on fait un bain-marie pour faire fondre son chocolat. Là, ma plaque est vraiment à feu très très doux. Et vous voyez que c'est quasiment... Ah, je t'ai pris de court. Désolé, Séverine. Voilà, quasiment fondu. Vous voyez, hop, tranquillement. Et puis, je vais ajouter ce chocolat et ce beurre fondu à la préparation précédente, donc au mélange que j'ai dans mon cul de poule. Voilà, c'est fondu. Vous voyez, ça prend quelques secondes. Alors, les fèves de chocolat Valrhona la forme des fèves est étudiée pour avoir une fonte vraiment optimale. Voilà. Fèves qui, je le rappelle, pèsent entre 3,5 g et 4 grammes. Oui, Jordan. Sébastien, pourrais-tu donner la différence entre la crème entière liquide et la crème épaisse? Oui, je peux. Merci. De rien. Maintenant? Oui? Ah, maintenant, d'accord. C'est une question de Kevin. Kevin, alors la différence entre la crème, souvent, non c'est une très bonne question, blague à part, parce que très souvent on confond, enfin quand on dit crème entière, on l'associe à de la crème épaisse. Alors pas du tout. La crème entière, donc c'est de la crème liquide, qu'elle soit UHT ou simplement fleurette. La différence entre une crème UHT et une crème fleurette, c'est que la crème fleurette, elle est pasteurisée et que la crème UHT, elle est stérilisée à ultra haute température, donc elle va se conserver plus longtemps et pas forcément au frigo. La crème épaisse, elle est enrichie en ferment lactique, ce qui fait qu'elle a caillé un petit peu et donc qu'elle est épaisse, qu'elle a pris cette texture. D'accord ? Donc elle n'est pas liquide, la crème épaisse. Mais la crème entière, elle est soit épaisse, soit liquide. Mais là, on prend de la crème entière liquide, donc entre 30 et 35% de matière grasse. Voilà. Merci. Et pour répondre à Cyril, donc oui, on rajoute le beurre et le chocolat fondu tiède. Voilà. C'est pas fondu chaud. Tiède, oui, exactement. Fondu tiède, pas chaud du tout. Et donc là, j'ai mon appareil, vous voyez, à cake qui est réalisé. Alors l'idéal maintenant serait de laisser reposer cette pâte à cake quelques heures au réfrigérateur avant cuisson. Donc ça, c'est très important pour avoir vraiment un résultat optimal. Là, on va faire, vous allez voir, des mini cakes sous forme de cubes. Vous pourriez très bien cuire cette masse à cake dans un moule traditionnel et faire un cake complètement traditionnel. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, plus la pâte va reposer au frais, au moins 3 à 4 heures, mieux la texture sera et meilleur sera le goût. Ok ? Donc, pensez-y, ça. Là, je filme au contact ma préparation. Je mets ça à quelques heures au réfrigérateur. Le matin, et puis je cuis l'après-midi. Ou si je l'ai fait l'après-midi, l'idéal, c'est de laisser toute la nuit au frigo et je cuis le lendemain. Voilà. Oui. Non, rien. Tu es un puits de science, Sébastien. Je suis un puits de science. Je vais utiliser une poche à douille donc pour dresser mes cakes. Donc je vais vous montrer les moules qu'on va utiliser aujourd'hui. Il y a Christelle qui demande est-ce qu'on pourrait laisser reposer la pâte dans le moule? Ouais.
Oui. Oui, pas de souci. Soit je filme, il y a plusieurs solutions. Je laisse dans un saladier, dans un cul de poule, ma pâte, je filme, je mets au frigo. Moi, ce que j'aime bien faire pour les cakes, c'est de mettre directement la pâte dans la poche. Et puis je mets ma poche au frigo, comme ça prend moins de place et puis c'est bien enveloppé, ça ne va pas prendre de goût ou des odeurs dans les frigos, parce qu'à la maison on n'a pas forcément que de la pâtisserie dans le frigo. Soit je dresse pour gagner un petit peu de temps directement dans mon moule, par contre je filme bien, ok, pour pas que ça prenne d'odeur et je mets directement au frigo. Voilà. Et pour répondre à Romy, donc pour le temps de cuisson d'un cake entier par rapport au cube, pour un cake entier, on est à 160 degrés, environ 45 minutes. La petite astuce, Sébastien, Voilà. pour savoir si un cake est bien cuit. Voilà, la petite astuce toute simple qu'on connaît tous, hein. Je plante un couteau dans le cake. Si mon couteau ressort sec, c'est que le cake est cuit, il n'y a pas de souci. Pour remplir une poche, je vous montre ou je vous remontre, si vous la connaissez certainement, une petite astuce. Donc ma poche, je fais un grand revers. Je la cale dans un pichet, voilà, comme ceci. Et puis je vais verser la pâte, hop, comme ça j'ai les deux mains libres, vous voyez. Donc Dans Victoria, ma on poche. refroidit la pâte pour avoir un meilleur développement, tout simplement. Exactement, pour avoir un meilleur développement, une meilleure texture. Laissez le temps en fait à tout l'amidon dans la farine de se réhydrater, la levure chimique, et puis aussi de laisser maturer le goût. Hein, ça c'est important. On n'y pense pas suffisamment. À la maison, on est toujours pressé de vouloir déguster ces pâtisseries, ces cakes tout de suite quand on les a réalisés. En fait, c'est mieux très souvent de laisser reposer les pâtes. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la pâte à crêpes à la maison. En général, on fait une pâte à crêpes. Séverine, elle le fait tout le temps ça, chez elle. Elle ne laisse jamais reposer ses pâtes à crêpes. Donc voilà, les enfants ont envie de crêpes, donc je fais ma pâte à crêpes vite fait, et puis 5 minutes après, je cuis mes crêpes. En général, on se dit oui, la première crêpe, elle est toujours ratée, il faut que la poêle chauffe, etc. Sauf que la deuxième, la troisième, elle est ratée aussi. Eh bien, laissez reposer votre pâte à cake 12 heures. Donc vous faites la veille et vous faites vos crêpes le lendemain. Eh bien, vous allez voir la différence de goût et de texture. On va avoir une pâte à crêpes qui va être vraiment épaisse, qui va avoir une super texture. Et ça sera le jour et la nuit. Voilà. Hop. On nous demande la référence des moules. Tu connais la marque des moules? Non, je ne connais pas là sur ces Parce qu'elle n'est pas dessus. moules-là. Par contre, il y a la taille dans la recette, me semble-t-il. Oui, c'est 3,5 par 3,5. Je l'ai vu tout à l'heure, ouais. C'est 3,5 par 3,5. Après, ça peut être, là c'est un exemple, hein, parce qu'on va faire des petits cubes. Vous prenez les moules en silicone que vous avez à la maison. Voilà, toutes les formes sont possibles et imaginables. Thierry demande si les moules à cannelé en cuivre peuvent-ils faire l'affaire? Moules à cannelé en cuivre, oui, il n'y a pas de souci. Il faut bien les graisser. Voilà. Du coup, un petit rappel sur comment je tiens ma poche à douille. Voilà, parce que souvent à la maison, cet outil-là, c'est un peu la galère. Alors, je vais tenir la poche dans ma main courante. Donc moi, je suis droitier, je vais tenir la poche dans ma main droite. Okay, et je vais poser la poche comme ça dans la paume de ma main. C'est-à-dire que je ne tiens pas la poche comme ça. Okay, mais vraiment à pleine main. Voilà. C'est bon, on voit bien, Séverine? Voilà, dans la main. Super. Voilà. Ok. Quand je me mets dans le sens de la marche, du coup, ma main gauche, donc la main du bas, est là juste pour soutenir et guider la poche. C'est-à-dire que je ne vais pas appuyer, presser avec la main du bas. Sinon, il n'y a plus rien qui sort. Donc c'est toujours la main du haut, que je sois droitier ou gaucher, qui appuie sur la poche. Et la main du bas n'est là que pour guider et soutenir ma poche. Okay. Ensuite, donc, une fois que je l'ai rempli, là je ne mets pas de douille. Vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai pour mettre une douille dans la poche quand on va dresser la ganache. Hop, je coupe ma poche. Et puis là, tout simplement, alors je me mets là, comme ça on va bien voir. Je vais venir, voilà, dresser ma pâte à cake aux 3/4, donc ce qui fait environ 30 grammes de pâte dans chaque empreinte, donc pour cette taille-là. Hein. Voilà, vous voyez.
Voilà. Donc je dresse mon cake. J'ai pas besoin de graisser les moules là. Enfin ceux-là ils n'ont pas besoin. Après à la maison si vous voulez, s'ils sont un petit peu trop utilisés, vous pouvez les graisser un petit peu. Voilà. Donc là j'ai dressé donc mon appareil à cake dans mon moule. Et puis avant de les mettre en cuisson, je vais prendre alors soit un tapis en silicone si vous avez, soit vous découpez une feuille de papier sulfu. Je mets une feuille de papier sulfu, enfin, ou mon tapis en silicone par-dessus. Je prends une autre plaque et je vais cuire comme ceci entre deux plaques. Ok ? Pour éviter en fait que le cake développe et que j'ai quelque chose de bien plat. Voilà, je veux pas la bosse du cake là pour le coup, je veux vraiment quelque chose de plat, vous allez comprendre tout à l'heure dans le montage. Et puis là donc je vais faire cuire dans un four ventilé 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Voilà. Est-ce qu'on a des questions, Jordan, ou est-ce que tout est clair? Non, tout est clair. Tout est clair. Eh bien, Laure, c'est Laure parfait. a dit qu'elle avait fait le marbré et Oui. qu'il faut que même en faisant attention au bout de sa poche, ça avait fui. Il faut s'entraîner. Hein. Pour la poche, ouais, il faut s'entraîner. C'est que de l'entraînement, la poche. Après cuisson, donc j'enlève ma plaque. J'enlève mon tapis en silicone. Voilà. Et donc j'ai mes cakes qui sont cuits. Et là, vous voyez, donc ils sont restés plats, ils n'ont pas développé. Ok ? Donc là, je vais démouler. Hop, vous voyez, ça se démoule Oui. tout seul. On a une question de Laure Oui, qui demande par contre, ils ne seront pas plus compacts. non, Ah non. non. Alors Ils seront pourquoi pas plus alors non? compacts. Parce que quand on a créé la recette, on a fait en sorte de mettre un poids Voilà. impeccable qui fait qu'en gonflant, ça occupe juste l'espace nécessaire du cube, ce qui fait qu'on a une belle texture. Exactement. Voilà. Et puis pour l'excédent de pâte, là, tout simplement, vous voyez, je prends une paire de ciseaux, hop, et je viens tailler, et j'ai mon petit cube. Voilà. Alors l'avantage de cette recette, c'est qu'une fois cuit, ces petits cakes se congèlent très très bien. Ok, cuit. Donc vous pouvez en faire d'avance, et puis vous pouvez les garder au congélateur sans aucun souci. Voilà. Je découpe pour avoir quelque chose de bien propre. Et puis, Exactement, vous verrez Cyril. la finition. Des questions, Jordan? Tout le monde suit? Non, oui. C'est bon. Il y a Cyril qui dit c'est pour cela qu'on les remplit aux 3/4. Alors, Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'on ne les remplit pas à hauteur du moule. Voilà, je vais les laisser ici pour l'instant. Et puis, si je n'ai pas de questions, on va passer donc à l'autre recette. L'autre sous-recette, c'est la réalisation de la ganache montée, donc chocolat Mio. Pour la ganache montée, donc, il nous faut... on a une petite question sur la De la- pâte à cake. Oui, Pardon, Sébastien. allez. Oui, je prends. Joanne qui demande pourquoi mettre de la crème liquide dans l'appareil à cake. Et pourquoi pas en même temps. C'est notre recette, on fait ce qu'on veut. Voilà. Non, la crème entière va vraiment amener de la texture en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de pâte à cake en fait où il n'y a pas de crème, il y en a très très peu de crème, mais vraiment ça va amener de la texture à la pâte. Voilà. Et de la crème entière liquide, hein, pas de la crème allégée. Voilà. D'autres questions? On passe à la Christelle. ganache. Oui. Avec cette quantité, donc je pense que c'est la quantité de la recette Ouais. de cake, quel serait le grand moule adapté? Moule, il faudrait faire. J'ai pas fait la. Si quelqu'un peut me faire en fait l'addition de tous les ingrédients, vous l'avez ou pas? Je te passe la recette, Jordan, si tu peux le faire, et je réponds à la question après. Donc pour la recette de ganache montée, il me faut donc le chocolat noir Mio, du miel, de la crème, et vous voyez que dans la recette, vous avez deux quantités de crème, une petite quantité de crème et puis une grande quantité de crème. La petite quantité de crème, on va la faire chauffer avec le miel. Donc là, je rajoute mon miel. Je vais plutôt faire l'inverse, ça sera plus pratique. 745. 745 grammes
C'est à peu près pour un moule qui fait 25 cm de Par 8 long par 8. par 8 par 8. Voilà. Ouais. Donc ça fait une jolie pièce déjà. Donc là, je vais faire chauffer la crème, la petite quantité de crème avec le miel. Hop, donc là, je fais au micro-ondes. Après, si vous avez dans une casserole à la maison, il n'y a pas de souci. Mon chocolat est fondu. Donc je répète, pour faire fondre le chocolat, soit un bain-marie, soit directement au micro-ondes. Quelques précautions cependant si vous faites fondre votre chocolat au micro-ondes pour ne pas le faire brûler. Eh bien, c'est de mettre son micro-ondes, là, pour le chocolat noir, à 600-650 watts maximum. Et puis, vous y allez 1 minute par 1 minute. Je remue régulièrement et le chocolat va fondre tout seul. Surtout, ne jamais rien mettre dans le chocolat quand on fait une ganache de ce type-là pour le faire fondre. Okay, donc, c'est le chocolat tout seul qui fond. Précédemment, dans la recette du cake, j'ai fait fondre le chocolat et le beurre parce que j'avais du beurre fondu, du chocolat fondu dans ma recette de cake et que chocolat et beurre, ce sont 2 matières grasses. Donc, ce n'est pas incompatible de les faire fondre quand on les met ensemble dans une recette. Voilà. Et Cyril qui demande si on fait chauffer la crème à ébullition. Non, il n'y a pas besoin, Cyril, de faire chauffer la crème à ébullition. On la fait juste chauffer. Je vous ai parlé du point de fusion du beurre de cacao tout à l'heure, donc 35 degrés. C'est-à-dire qu'à partir de 35 degrés, le chocolat est fondu. En dessous de 35 degrés, le chocolat commence à cristalliser, c'est-à-dire qu'il commence à durcir. Donc pour réaliser une ganache, pour bien faire son mélange, il faut simplement veiller à ce qu'on soit au-dessus de 35 degrés. Donc on ne fait pas chauffer sa crème pile poil à 35 degrés, mais à partir de 45 degrés, la crème est assez chaude, donc il n'y a pas besoin de la porter à ébullition. Voilà. Donc là, ma crème est chaude. Je vais la verser donc en plusieurs fois sur mon chocolat fondu. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus par là pour que vous voyez bien. Hop, le mélange. On est bon, Séverine? Voilà, donc vous voyez, à l'aide de la maryse, je mélange très énergiquement. Voilà, et là, vous voyez, j'ai quelque chose de très moche. C'est ce qu'on appelle ça une ganache qui est tranchée. Voilà. Benjamin, en arrivant tout à l'heure, me dit, moi je suis le spécialiste des ganaches tranchées. Bon, ben voilà, moi aussi, du coup, Benjamin, c'est tranché. Voilà. C'est complètement normal à ce stade de la recette, tout simplement parce que je n'ai pas mis toute la quantité de crème. Et une ganache, c'est une émulsion, c'est-à-dire c'est un mélange entre de la matière grasse qui est amenée à la fois par le chocolat et par la crème, et de l'eau qui est contenue dans la crème. Donc là, je suis en déséquilibre, et plus je vais rajouter de crème, eh bien, plus je vais rééquilibrer mon émulsion, et vous allez voir que la texture va changer au fur et à mesure de la réalisation de la ganache. Là, vous voyez déjà, au deuxième ajout de crème, j'ai quelque chose qui change. Okay. Ah, on n'a pas vu, c'est bon? Voilà. Et donc maintenant, j'ajoute la dernière partie de la crème. Donc je rappelle que j'ai fait chauffer le miel avec la crème. Le miel dans la ganache, il est vraiment important puisque je vous ai parlé du rôle du miel dans le cake et je vous ai dit que c'est un sucre qui captait avec lui beaucoup d'humidité. Et bien dans une ganache, il va jouer le rôle de conservateur et de stabilisant naturel puisqu'il va prendre avec lui l'eau, l'excédent d'eau en fait qu'on va avoir dans la ganache. Donc on va avoir une ganache très stable dans le temps, c'est-à-dire qu'il ne va pas développer de bactéries, donc une conservation beaucoup plus longue. Voilà. Donc là, je termine mon mélange. Et la magie de la ganache, regardez, on a une ganache qui est parfaitement bien émulsionnée, qui est absolument plus tranchée, donc qui a plus cet aspect en fait très gras que l'on avait au départ. Okay, voilà. Ensuite, j'ai ma grande quantité de crème dans la recette. Je vais l'ajouter tranquillement en filet et froide, cette crème. Puisque cette ganache, on va la monter, donc vous allez voir tout à l'heure, on va la monter à l'aide d'un fouet. La texture d'une ganache montée, c'est entre un crémeux et une mousse, si vous voulez. Voilà. Pour nous, c'est une vraie alternative à une crème au beurre, une ganache. Voilà. Hop, je rajoute ma crème tranquillement, donc crème froide, la grande quantité de crème froide
conservez toujours vos briques de crème au réfrigérateur. Okay. La crème, c'est une émulsion entre de l'eau et de la matière grasse. On a dit que dans la crème entière, il y a 35% de matière grasse. Ça veut dire que j'ai à peu près 60% d'eau dans la crème entière. Et ça, c'est sympa parce que déjà, ça déculpabilise beaucoup de se dire qu'on utilise de la crème entière à 60% d'eau. Voilà. Au lieu d'utiliser de la crème entière à 35% de matière grasse, regardons un petit peu dans l'autre sens. Et ça veut dire aussi que j'ai beaucoup d'eau donc dans la crème. Hein. Donc le miel est là pour vraiment stabiliser cette émulsion. Ma ganache, vous voyez, est terminée. Voilà. Et là, donc, il lui faut un temps de repos au réfrigérateur avant de l'utiliser. Donc les ganaches montées, il faut les faire un minimum 3 heures avant utilisation. Et l'idéal, c'est vraiment 12 heures. Donc là, je réalise ma ganache la veille et je l'utilise le lendemain. Avant de la mettre au réfrigérateur, Tu la filmes. Du film. Tu as répondu à Christelle qui a posé la question justement de laisser reposer. Oui. Et on a une question de Benoît, est-ce qu'on peut rajouter une purée de fruits dans la ganache? On peut rajouter de la purée de fruits dans une ganache, il n'y a aucun souci, voilà, mais pas, encore une fois, pas dans les mêmes proportions. Il va falloir faire quelques essais, mais par exemple, on pourrait très bien imaginer substituer la petite partie de crème par de la purée de fruits pour l'émulsion. Okay, mais là, comme on enlèverait de la matière grasse, il faudrait rééquilibrer un petit peu la ganache, mais c'est complètement possible en tout cas. Voilà. Donc là, je filme. Et je vais laisser donc cette ganache reposer, cristalliser un minimum de 3 heures au réfrigérateur jusqu'à toute une nuit. Voilà. Okay, donc c'est hyper simple à faire, vous voyez, comme recette. Et ces ganaches montées, vous pouvez les utiliser dans des biscuits roulés à la maison. Vous pouvez les utiliser dans des verrines. Là, on va les utiliser sur les petits cakes, Mio. Enfin voilà, il y a plein d'utilisations possibles. La ganache montée, c'est ce qu'on appelle une texture pochable. Donc vous allez voir, quand on va prendre la poche à douille, je vais faire une jolie rosace sur le petit cake. Et c'est une texture pochable, c'est une texture qui reste, d'accord, qui s'écroule pas quand on poche. Voilà. Oui, on a Muriel et Madeleine qui viennent de nous rejoindre. Eh bien, un gros bisou à Muriel et Madeleine qui viennent de nous rejoindre. Voilà. Hop. On va maintenant glacer les cakes Mio avec un glaçage Esquimau. Alors je prends les ingrédients dont j'ai besoin pour le glaçage Esquimau. Alors le glaçage Esquimau, vous allez voir, c'est quelque chose qui est très très simple à réaliser. J'ai du chocolat fondu. Hop. De l'huile de pépins de raisin, et puis là j'ai pris un petit peu de noisettes hachées. Après vous pouvez prendre ce que vous voulez, c'est pour amener un petit peu de craquant. Donc le principe d'un glaçage Esquimau, c'est ça nous dispense en fait de tempérer le chocolat, et c'est pas du tout l'objet là de tempérer du chocolat, mais c'est vraiment un glaçage qui va très bien supporter la congélation, parce qu'à l'origine il est fait donc pour glacer les glaces, les Esquimaux. Il est très très simple à réaliser. J'ai une quantité de chocolat dans laquelle je vais ajouter 10% d'huile de pépins de raisin. Donc si j'ai 100 g de chocolat, j'ajoute 10 g d'huile de pépins de raisin. Okay, donc j'ai fait fondre mon chocolat, tout simplement. J'ajoute mon huile de pépins de raisin. Je prends une maryse, je mélange. Vous voyez ? Avec la gourmand qui vient de nous rejoindre, est-ce que tu pourrais... Je demande juste, donc du coup, qu'est-ce que tu prépares, Sébastien? Qu'est-ce que je prépare? Donc là, je prépare le glaçage Esquimau qui va nous servir à glacer nos petits cakes en cubes Mio, sur lesquels je terminerai d'ajouter une belle rosace de ganache montée chocolat noir Mio, 74%. Voilà. Donc là, j'ai ajouté donc mon huile de pépins de raisin. Cette recette, donc là, je fais avec le chocolat noir Mio. Je pourrais faire avec un chocolat au lait, je pourrais le faire avec un chocolat blanc, donc dans les mêmes proportions, hein, avec Dulcé aussi, notre chocolat blond. 10%, un ajout de 10% de la masse d'huile de pépins de raisin. Je peux faire aussi
avec les produits inspiration yuzu par exemple. Ce serait très bon d'ailleurs avec cake chocolat, faire le même glaçage avec de l'inspi yuzu. Voilà, Sébastien, Oui, je vais t'arrêter là Jordan. parce qu'on a pas mal de questions. Allez, Alors, on va les défiler. On a du coup là une question technique. Kunta qui nous demande si on peut utiliser la ganache montée pour remplir les chocolats moulés. non. Non, Non. parce que c'est trop humide en fait pour un chocolat moulé et donc ça va pas aller. Faut-il conserver les gâteaux au frigo une fois qu'on a mis la ganache montée dessus? Alors oui, parce que autant le cake c'est tout seul là, c'est même glacé hein, avec le glaçage Eskimo, c'est ce qu'on appelle un gâteau de voyage, donc il n'y a pas besoin de le conserver au réfrigérateur. Par contre, à partir du moment où on a mis la ganache montée, il vaut mieux le réserver au réfrigérateur. Par contre, avant la dégustation, vous le sortez au moins un bon quart d'heure avant que la masse à cake, le cake se détende un petit peu. Voilà. Oui. Le chocolat est-il tiède? Donc je pense que c'est pour. Alors pour le glaçage, glaçage. oui, le chocolat est tiède, c'est-à-dire qu'on va utiliser ce glaçage comme quasiment tous les types de glaçage aux alentours de 35 degrés, d'accord, entre 35 et 40 degrés, sur des petits cubes sur un cake qui est congelé. Donc là, j'ai réservé des petits cubes au congélateur. Vous les mettez une petite demi-heure au congélateur. De cette façon, de la façon suivante, en fait, quand je vais tremper, vous allez voir, le glaçage va figer immédiatement. Voilà. Donc, utilisation du glaçage à entre 35 et 40 degrés. Est-ce qu'on peut utiliser le même chocolat que pour le cake? C'est le cas. Ah bah c'est le Ouais. cas. Là, on utilise le chocolat noir Mio, 74%. Une deuxième question de Kunta qui demande si le chocolat n'est pas tempéré, il va fondre dans les doigts. Donc non, tu viens de l'expliquer. Non, parce que c'est vraiment un type de glaçage étudié pour. Alors c'est sûr qu'on ne va pas le garder pendant 3 minutes dans les doigts. Mais là, vu qu'on a fait des petites bouchées, ça va tout dans la bouche d'un seul coup. Donc voilà, mais il ne va pas ni blanchir en fait, ni fondre entre les doigts. Est-ce que l'huile de pépins de raisin c'est obligé ou est-ce qu'on peut remplacer par une autre huile? Question de Gersand. Alors gersande, on peut remplacer par une autre huile. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le goût de l'huile. C'est exactement la même chose que pour le miel. C'est-à-dire que l'huile de pépins de raisin, c'est une huile qui est très neutre au niveau du goût. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de goût. Si je mets de l'huile d'olive, là, ça va marcher. Sauf que je vais avoir un glaçage qui va avoir le goût de l'huile d'olive. Voilà, ou de l'huile de sésame, ou tout autre type d'huile. Donc plutôt de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile de tournesol, qui sont vraiment des huiles très neutres au niveau du goût. Voilà. J'ajoute, ce n'est pas une obligation, mais là pour avoir un effet craquant, des noisettes hachées, vous voyez, dans mon glaçage. Voilà. Et puis je vais remettre ce glaçage là dans ma petite barquette. Et puis on va glacer les petits cubes. Je vais aller chercher au réfrigérateur. Nicolas Rivaux Oui. demande si le KitchenAid est-il un professionnel? Comment? Le KitchenAid est-il un professionnel? Non, Nicolas. Un gros bisou à Nicolas. Voilà, donc là mes petits cubes, vous voyez, sortent du congélateur. Je prends l'outil indispensable, le cure-dent. Voilà. Hop. Et puis, on voit bien, Séverine, c'est bon? Tu me dis au niveau du plan, vous voyez, je vais venir immerger mon cube voilà, dans mon glaçage. Hop. Et puis, je pose sur mon papier sulfu. Et puis, je vais retirer Bon, mon Sébastien, cure-dent. tu as répondu à la question de l'huile dans le glaçage Eskimo. Oui. On a une question de Marie-Jeanne. Que fait-on avec le surplus après utilisation? Alors, ce glaçage se conserve très très bien. Donc, vous le laissez dans une barquette, là, dans la barquette. Il va recristalliser. C'est que de l'huile et du chocolat. Hein. Ah bon, là, j'ai rajouté les noisettes, mais même avec les noisettes, vous le laissez recristalliser. Et puis, pour une utilisation, vous filmez bien votre barquette et vous réutilisez pour une utilisation ultérieure. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, ça se conserve super longtemps comme du chocolat. Voilà. Alors, Donc, vous voyez, pour glacer, hein, c'est tout simple.
Alors non Audrey, hein, si on ne met pas de noisettes dans le chocolat, ça ne se fera pas un glaçage miroir. C'est vraiment une recette de glaçage esquimau. Ne pas confondre. Exactement. Donc encore une fois, pour tous les glaçages, y compris si on glaçait, alors pas avec ce type de glaçage, mais un entremets avec un glaçage miroir par exemple, il faut que l'entremet soit toujours congelé, c'est-à-dire très froid. Donc là, c'est pour cette raison que j'ai placé mes petits cubes au congélateur. Et vous voyez, le premier, là, on voit très bien le glaçage qui a quasiment immédiatement figé sur le cake. Okay. Est-ce qu'on a des questions, Jordan? Alors, oui, Cyril qui a posé à 2 reprises la question. J'avais vu la première fois, mais c'est passé à travers. On mixe pas la ganache montée pour pas faire l'émulsion. Donc si, on mixe toujours les ganaches, mais là on était sur une minuscule quantité. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pas mixé. C'est pour ça qu'il ne l'a pas mixé, hein, mais on mixe toujours les ganaches. Oui, bien sûr, pour pas refaire l'émulsion. Oui, pour Sophie, donc les amandes sont torréfiées hein, pour donner du goût. Hein. Les amandes, les noisettes, ça pourrait être des pistaches, ce qu'on veut. Tu as répondu à Myriam donc, qui a demandé si tu es obligé de les mettre au congélateur, donc c'est très bien. Voilà les questions, ça défile. Voilà. Et Jordan, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire passer la ganache montée qui est au réfrigérateur pour que je puisse terminer la recette. Voilà, je vous montre à la caméra un petit zoom. Vous voyez, entre les derniers et les premiers, je ne sais pas si on voit, je pense qu'on voit quand même hein, la différence de couleur à la caméra. Les premiers qui sont vraiment là devenus beaucoup plus mat, entre guillemets, parce que le chocolat a immédiatement figé sur le petit cake congelé. Merci. Donc là, j'ai ma ganache montée donc, qui a 12 heures de réfrigérateur. On l'a préparée hier. Encore une fois, si on l'avait préparée ce matin pour ce soir, ça suffisait. C'est vraiment un minimum de 3 heures vraiment minimum, hein, 3 heures de réfrigération avant de la monter. Voilà. Christelle. Je prends, oui, Christelle. Donc Christelle, oui, il faut congeler le grand cake si on veut le glacer également. Oui. Hein. Donc glaçage esquimau, hein, comme son nom l'indique, esquimau, donc il faut que le produit soit congelé. Alors congelé, il n'y a pas une obligation que le produit soit congelé à cœur, il faut qu'il soit très froid. Très très froid. Très très froid, voilà. Je mets donc ma ganache montée donc, dans la cuve de mon batteur. Après, je peux prendre un fouet et puis la monter à la main. Et donc, on va la monter, c'est-à-dire la foisonner et incorporer de l'air. Donc là, il y a une petite quantité, ça va aller assez vite. Et vous allez voir la texture finale de cette ganache montée. Donc là, elle est relativement liquide quand je la sors du réfrigérateur. Hein. C'est pas une ganache qui est dure. Type comme les bonbons de chocolat et elle prend sa texture voilà une fois qu'elle est montée au batteur. Donc regardez, je vais la terminer à la main. Voilà, vous voyez cette texture un petit peu glace à l'italienne. Ah, il faut que je baisse un petit peu. Voilà, vous voyez, elle se tient quasiment. Donc c'est très rapide. Encore une fois parce que j'ai pas beaucoup en quantité. Je termine au fouet à la main. Ça aussi, c'est une petite astuce, terminer au fouet, tout simplement pour bien maîtriser la texture de la ganache. Parce que plus on va monter de la crème, parce que là, il y a une majorité de crème dans cette ganache montée, plus on va développer un goût de gras. Vous êtes peut-être arrivé un jour de vouloir faire de la chantilly. Je fais tourner de la crème au batteur et puis j'oublie, j'ai un coup de fil, je téléphone, je reviens, 3 minutes après, j'ai fait du beurre. Okay. Donc ça, c'est parce que j'ai trop monté de la crème. Et bien sur une ganache montée, si on monte trop une ganache, elle va trancher, on va avoir cette séparation eau et matière grasse, et puis je vais développer un goût de gras, ça sera granuleux en bouche, ça sera pas du tout, ça sera pas bon du tout, quoi. Oui, Jordan qui lève la main, une question. Oui, de Chan. Combien de temps se conserve une ganache montée qui n'est pas encore montée? Une ganache montée qui n'est pas encore montée, on peut la conserver jusqu'à 4 jours au réfrigérateur, sans souci.
Voilà. Donc ça aussi, vous pouvez prendre de l'avance sur ce dessert. Hein. Il y a la pâte à cake, une fois que le cake est fait, vous pouvez le congeler. La ganache, vous pouvez la réaliser 3-4 jours en avance. Donc ça veut dire que si vous voulez faire ces petits desserts pour le dimanche midi, tout peut être fait d'avance et il y a juste la ganache à pocher le dimanche sur les petits cakes. Je vous montre juste pour mettre la douille dans la poche. Donc vous voyez, je ne vais pas couper la poche avant, je mets ma douille à l'intérieur de la poche. Voilà. Et ensuite, avec ma paire de ciseaux, je viens découper. Comme ça, je n'ai pas découpé ma poche trop grande. Et puis avant de mettre la ganache dans la poche, je fais comme ceci, je tourne, je vrille ma poche, j'enfonce dans la douille. Et de cette façon-là, donc ma poche là est bloquée. Ça ne va pas me couler sur les pieds. Comme tout à l'heure, je fais un grand revers sur ma poche pour la remplir. J'ai ma bonne texture de ganache. Il y a Carole Oui. qui pose une question qui est récurrente. Comment récupérer une ganache tranchée? Eh bien, on ne peut pas. Enfin, en tout cas, une ganache montée, tranchée, on ne peut pas. C'est trop monté. Après, une ganache d'un autre type tranchée, on peut toujours mixer et essayer de la récupérer. Par contre, une ganache montée qui est trop montée, c'est ce que je vous disais, c'est de la crème, on a fait du beurre. J'ai bien peur qu'il faille jeter, quoi. Voilà, malheureusement. J'ai donc ma ganache dans ma poche, à douille. Voilà. Et donc on va venir juste, vous allez voir, faire une petite rosace sur les cakes. Donc là vous voyez, juste mettre, je trouve que je les ai mis, c'est pas grave. Vous voyez les petits cakes, je peux les prendre avec les mains, voilà, sans problème. Mon glaçage est figé, donc encore une fois, je répète parce que j'avais des cakes très très froids. Voilà. Et donc là, je vais venir dresser ma rosace de ganache. Vous voyez, sur chaque petit cake. C'est tout simple, vous allez voir comme recette, c'est excellent. Et puis on peut venir déposer, là j'ai des petites noisettes. Vous voyez, par-dessus. Laure, on est Voilà. sur une douille cannelée. F8. Pour être F7. précis. F7, ouais. Voilà, des petites noisettes hachées. On peut mettre un petit peu, si on veut, hein, de la coco râpée. Voilà. Et puis on a également en vente sur le site un mix de perles craquantes, chocolat, vous voyez, dulcé, chocolat noir, caramélia. Donc je mets quelques perles. Hop. Voilà. Ça va amener un petit peu de texture. Alors c'est normal, Serge, que le chocolat est mat car on est sur un glaçage esquimau. Oui. Ne peut-on pas l'avoir en brillant, à moins de faire un glaçage miroir brillant sur les cakes? Ouais, mais non. Là c'était pas l'objet du coup. Donc c'est normal que le glaçage esquimau soit mat. Donc douille cannelée, voilà. F7. Hop, voilà les deux produits qu'on a utilisés. Est-ce que ça vous plaît du coup, la recette? Je vous indique un code donc ensemble live mai 21 où vous pouvez donc acheter les produits sur le site Valrhona ensemble et vous avez 20% de réduction. Donc allez-y. Précipitez-vous pour acheter le chocolat noir Mio 74% qui est labellisé AB. Superbe chocolat, vraiment pure origine Mada. Le cacao poudre dont on s'est servi. Jordan, d'autres questions? C'est trop beau, merci beaucoup. La recette plaît, à refaire dès demain.
à refaire dès demain, rapidement. Vous pouvez même les congeler comme ceci, hein. C'est-à-dire une fois terminée, la gainache montée, quand elle est montée et qu'elle est mise en œuvre, qu'on ne la retouche plus, elle se congèle très très bien. Donc vous pouvez faire ces petits goûters, ces petits desserts à l'avance, vous les congelez et pour les décongeler, vous les sortez quelques heures avant au réfrigérateur, vous les laissez décongeler, on ne laisse jamais décongeler à température ambiante. Et encore une fois, avant la dégustation, par contre, vous les sortez 10 minutes, un quart d'heure pour que la pâte à cake se détende un petit peu. Et puis, vous grignotez ça. Et le monde est merveilleux. Voilà. À partir du moment où il y a du chocolat, le monde est beau. Si on n'a plus de questions, je vous ai tout dit. Je vous répète le code donc ensemble live mai 21 pour bénéficier de 20% de réduction sur le site internet Valrhona Ensemble. Vous retrouvez des recettes, vous retrouvez aussi des astuces de grands chefs pâtissiers qui travaillent avec Valrhona. Évidemment, les produits Valrhona pour pâtisser à la maison. J'ai une annonce importante à faire avant de vous laisser. C'est juste vous communiquer la date de réouverture de la Cité du Chocolat. Atteint l'Ermitage, donc dès le 19 mai, on a l'autorisation gouvernementale de rouvrir les musées, donc on sera ravis de vous accueillir à nouveau. Voilà. On vous accueillera pour le parcours de visite, on vous accueillera en atelier de pâtisserie, en stage de pâtisserie, voilà, on est ravis. Eh bien, j'espère que vous avez passé un agréable moment, je vous dis à bientôt et puis... Voilà, régalez-vous, achetez du chocolat, mangez du chocolat. C'est parti. Ça chuchote derrière moi. Oui, parce qu'on me demande si tu peux couper un cake, Sébastien. Si je peux couper un cake, oui. Alors oui. Je vais juste aller chercher un couteau pour couper un cake. Alors non, c'est bon. Pour le code, tu as vu là. Voilà. Si, petite question pour Séverine du coup, vu que Sébastien a fait l'annonce. Programme sur le site. Je pense que c'est le programme de stage. La billetterie en ligne pour la Cité du Chocolat est déjà ouverte. Et le programme pour les stages pâtissiers seront mis en ligne la semaine prochaine. Pour répondre voilà, à Laure. Regardez le petit cake qui est coupé en deux. Est-ce que tu peux répéter le code une dernière fois, Sébastien? Je peux répéter le code une dernière fois. Ensemble, live mai 21, 20% de réduction sur le site Valrhona Ensemble. Acheter du chocolat, manger du chocolat, on en a besoin, surtout du Mio 74%, parce qu'en plus il est haut en pourcentage, donc au niveau nutritionnel, il y a moins de sucre, il n'y a que du bon pour la santé. Voilà. Donc régalez-vous, je vous dis merci et à très bientôt.